Une épée dans un rocher, des chevaliers réunis autour d'une table ronde, un palais du nom de Camelot. Vous avez compris, je vais parler du roi Arthur. On va tenter ensemble de démêler le vrai du faux parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un sacré bordel. Les pistes vont nous mener de la Grande-Bretagne du 6e siècle, lieu et temps où Arthur a peut-être vécu, jusqu'au début du 21e siècle, où du coup les ouvrages se sont ancrés dans les librairies, le grand écran et même les jeux vidéo. Faut être honnête, la question de l'existence historique du roi Arthur est un peu complexe. Et ça, pour plusieurs raisons. La période où il est censé avoir vécu, c'est-à-dire les 5e et 6e siècles, est l'une des périodes les plus mal documentées de l'histoire de l'île de Bretagne. Aucune des sources datant de cette époque ne mentionne son nom, et les premiers textes qui nous parlent d'Arthur sont beaucoup plus tardifs et ont déjà une dimension légendaire. L'ouvrage sur la chute de la Bretagne, écrit entre 530 et 545 par le moine Gildas, est une des rares œuvres rédigées à cette époque. Le récit nous raconte une histoire remportée par les Bretons en un lieu appelé le Mont de Badon et comment ils se sont regroupés autour d'un chef nommé Ambrosius Aurelianus. Bon, là, on n'a aucune preuve de l'existence d'Arthur. Mais absence de preuve n'est évidemment pas preuve d'absence. Et ce n'est pas parce que notre moine, auteur du seul texte historique du 6e siècle, ne le mentionne pas qu'Arthur n'existe pas. C'est plutôt aux alentours de 800 et 1000 que les premiers textes évoquant Arthur voient le jour. Le premier texte qui nous parle d'Arthur est Historia Britannium, l'histoire des Bretons, une œuvre latine rédigée aux alentours de 830 dans le nord-ouest du pays de Galles, dans ce qui était alors le royaume de Gwynedd. Certains attribuent le texte à Gildas ou à un moine nommé Nennius, mais il n'y a aucun fondement historique sur ces attributions. Bon, comme on l'a vu, c'est pas avec Gildas qu'on va en trouver. L'auteur a donc clairement besoin de trouver d'autres héros clairement identifiables comme bretons. Il va donc prendre la figure de Brutus, fondateur de l'île de Bretagne, des Bretons et descendant des Troyens. La référence n'est pas anodine puisqu'elle fait des Bretons les égaux des Romains, mais également des Francs qui revendiquaient eux-mêmes depuis le 7e siècle une origine troyenne. Arthur devient alors le nouveau héros mis en avant par l'histoire des Bretons. Il apparaît dans deux chapitres, le chapitre 56 et le chapitre 78, qui, vous allez voir, ont une ambiance un peu différente l'un de l'autre. Les Saxons s'affermissaient et croissaient en nombre dans la Bretagne. Alors Arthur lutta contre eux en ces jours-là, aux côtés des rois des Bretons, mais lui-même était un chef des batailles, Dux Bello. La première bataille eut lieu à l'embouchure du fleuve appelé Glein. La 8e bataille eut lieu dans la forteresse de Guignon, bataille où Arthur porta l'image de Sainte Marie toujours vierge sur ses épaules, et les païens furent en ce jour contraints à la fuite, et il y eut un grand massacre parmi eux par la force de notre Seigneur Jésus-Christ, et par la force de la Sainte Vierge Marie sa mère. La 12e bataille eut lieu sur le mont de Badon. Là, 960 hommes tombèrent en une journée par une seule charge d'Arthur, et personne ne les abattit que lui seul. Et de toutes les batailles, il sortait vainqueur. Et eux, parce qu'ils s'inclinaient en tous les combats, envoyèrent chercher de l'aide en Germanie. Ils augmentèrent et se multiplièrent alors sans répit, et firent venir les rois des Germanies pour qu'ils règnent sur eux en Bretagne. Bon, là, on a une image d'un héros plutôt historique. Mais bon, le mec est quand même plutôt chaud parce qu'à lui tout seul, avec une seule charge, il arrive quand même à défoncer 900 mecs. L'auteur ne cite pas de date, mais il le place entre deux personnages qu'il estime lui-même parfaitement véritables. On a donc Hengest, premier conquérant anglo-saxon dont l'arrivée en Bretagne est située en 449, et Ida, premier roi des Verniciens qui lui est arrivé sur l'île en 546. Le récit de la 8e bataille, dite de Guignon, est le plus développé de tous. Arthur porte une image de la Vierge Marie sur ses épaules et est présenté ici comme un défenseur des Bretons chrétiens contre les Saxons païens. Entre les chapitres 66 et 75, on est sur un délire un peu plus mystique. L'auteur nous décrit des sources d'eau chaude et froide qui poussent dans des villes, des pommes qui poussent sur des fréniers, bref, on est un peu loin du côté historique. Et surtout, on a des événements associés à Arthur. Il y a une autre merveille dans la région appelée Buelt. Il y a là un amoncellement de pierres au sommet duquel une autre pierre porte l'empreinte d'un chien. Cabal, qui était le chien du guerrier Arthur, imprima sa marque sur la pierre tandis qu'il poursuivait le porc Priond. Et par la suite, Arthur fit entasser des pierres au-dessus de celles qui portaient l'empreinte de son chien. L'endroit se nomme Carn Cabal. Que des gens viennent et emportent une pierre dans leurs mains pendant un jour et une nuit. Eh bien, le lendemain, on la retrouvera sur son tas. Il y a une autre merveille dans la région appelée Ersing. Près d'une fontaine se dresse un tombeau nommé Licat Am. Il doit son nom à l'homme qui est enseveli. Am. Il était le fils du guerrier Arthur qui le tua et l'ensevelit lui-même. Que des gens viennent pour mesurer le tombeau. Ils trouvent tantôt 6 pieds, tantôt 9, tantôt 12, tantôt 15,
Et quelle que soit la mesure que l'on prenne la première fois, on ne retrouve jamais la même mesure. J'y ai moi-même essayé. Arthur apparaît comme un combattant historique mais aussi comme un personnage légendaire lié à quelques phénomènes paranormaux. On peut donc pas utiliser l'histoire des Bretons pour prouver l'inexistence ou l'existence du roi Arthur. Tout ça pour dire que dès la première apparition d'Arthur, c'est le bordel. Un peu plus d'un siècle après l'histoire des Bretons, une autre œuvre revient sur le personnage d'Arthur. Les Annales de Galles, Annales Cambriae, texte de la seconde moitié du Xe siècle, insèrent pour la première fois Arthur dans une chronologie précise. Elle couvre la période allant de 455 à 954, mais c'est les années 518 et 539 qui nous intéressent. À la ligne qui correspond à 518, on lit en effet « Bataille de Badon, où Arthur porta la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pendant 3 jours et 3 nuits, et les Bretons furent vainqueurs. » Et en 539, on lit « Combat de Camlan, dans lequel tombèrent Arthur et Medroth, il y eut une épidémie en Bretagne et en Irlande. » Ce texte est important en 2 points. Tout d'abord, il donne des dates. Arthur aurait donc vécu au 6e siècle, sauf que comme on l'a vu juste avant, Gildas ne le mentionne pas. On a aussi l'apparition d'un personnage clé de la légende arthurienne, le traître Mordred. Neveu d'Arthur, ou son fils est légitime, mais pour ça, je vous passe les détails. Tellement petit hic, on ne sait pas si Mordred était un allié d'Arthur ou bien son adversaire. On peut quand même noter qu'au XIIe siècle, Guillaume de Malmesbury, avec son ouvrage Histoire du roi des Anglais, malmène un peu la légende arthurienne. C'est au sujet de cet Arthur que les Bretons, dans leur vanité, racontent tant de sottises. Et pourtant, cet homme est bien plus digne d'être commémoré par un récit historique véridique que par des fables ridicules, car il maintient longtemps son pays mourant et réveilla le goût de la guerre dans les esprits abattus de ses concitoyens. Enfin, au siège du mont de Badon, grâce à l'image de la mère du Seigneur qu'il avait attachée à son bras, il attaqua à lui seul 900 ennemis et par un immense massacre les mit en déroute. Mais on ne trouve nulle part la tombe d'Arthur, aussi d'anciennes chansons imaginent qu'il reviendra. Pour Guillaume, c'est évident, les Bretons racontent que des conneries. L'histoire des tombeaux qui rétrécissent, c'est trop pour lui, mais bon, il reconnaît quand même son existence. Une dizaine d'années après notre cher Guillaume, qu'un auteur anglo-normand publie un ouvrage totalement opposé. Geoffroy de Monmouth publie en 1135 Histoire des rois de Bretagne, qui, comme son nom l'indique, épouse cette fois le point de vue breton. Son but est de prouver à toute la chrétienté latine que les Bretons ne sont pas inférieurs aux Anglais. Comme dans Historia Brittonnium, il les rattache de nouveau à la lignée des Troyens en mettant en avant le personnage de Brutus, ce qui fait des Bretons les égaux des Romains et des Francs. L'œuvre de Geoffroy narre le règne d'Arthur jusqu'à la trahison de son neveu Mordred, qui séduit son épouse Guenièvre et s'empare de son trône. S'en suivra un affrontement où les deux adversaires s'entretueront à Camlan en 542. D'une certaine manière, Geoffroy est l'inventeur du roi Arthur, celui qui posera la base du mythe arthurien. Si on s'est plutôt penché des textes du côté historique, on va voir qu'il y a également des textes qui parlent plutôt de l'aspect mythologique du roi Arthur. On va le trouver dans un univers de légende, de magie et de surnaturel. Pagure, texte obscur que l'on attribue au XIIe siècle, nous raconte ceci. Sae les suppliait pendant qu'il les tuait, 3 d'un coup. Quand Keliwick fut perdu, il y eut de la fureur. Sae les suppliait pendant qu'il les abattait. Arthur s'amusait et le sang coulait dans la salle d'Afarnac, alors qu'il combattait la sorcière. Il perça Penpalage dans les demeures de 17 H. Au mont Edin, il lutta contre les têtes de chiens. Il en tombait 100 d'un coup devant Bédouir au parfait tendon. Bon, faut s'accrocher pour comprendre, mais on peut voir qu'Arthur affronte une sorcière, des têtes de chiens et même un monstre nommé Penpalach. Ce dernier, appelé Catpalug, serait en fait un chat géant que des textes datés de la fin du Moyen-Âge appellent le Chapalu. Désolé, j'adore les chats, j'étais obligé d'en parler, mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos chevaliers. C'est entre 1155 et 1190, avec le champenois Chrétien de Troyes, que le mythe arthurien s'exporte. Il s'affranchit de la chronologie imposée par l'histoire des rois de Bretagne et propose une nouvelle de la légende arthurienne. Il est le premier à donner à la principale résidence d'Arthur le nom de Camelot, alors que dans les textes plus anciens, il résidait plutôt à Keliwi en Cornouailles ou encore à Caerleon au Pays de Galles. Chrétien de Troyes est le premier à introduire le motif du Graal avec son ouvrage Le Conte du Graal, dernier des 5 romans de Chrétien écrits dans les années 1180. La nature du Graal est sujette à de nombreuses spéculations. D'ailleurs, Alexandre Astier, dans sa série Camelot, évoque différentes formes du Graal telles qu'un saladier, une pierre incandescente ou même un bocal à anchois. Avec autant de récits autour de la légende arthurienne, il est devenu tout naturel de vouloir la réunir. Un peu comme les Avengers. Il faudra en revanche attendre 1470 pour que Thomas Malory sorte la version la plus condensée de la quête arthurienne, le Mortet d'Arthur. L'œuvre de Malory nous a été transmise par l'imprimeur londonien William Caxton, qui l'a édité en 1485. C'est cette édition qui, dès sa parution, fut un grand succès de librairie. Encore aujourd'hui, Malory reste une référence incontournable dans le monde anglo-saxon. Au milieu du XXe siècle, Terence Henbury White a littéralement réécrit l'œuvre de Malory dans son ouvrage Once and the Future King, paru entre 1938 et 1977. Sword in the Stone, premier roman du cycle, a d'ailleurs inspiré l'œuvre de Disney Merlin l'Enchanteur, paru en 1968. Si vous l'avez toujours pas vu, c'est pas grave, mais foncez le voir quand même, vous serez pas déçus.
Mais si le mythe arthurien est devenu aussi populaire, c'est grâce à Henri II et sa femme Aliénor. La proximité des Plantagenets avec la matière arthurienne se révèle d'abord à travers l'anthroponymie, c'est-à-dire l'étude des noms qu'ils se donnent et qu'ils donnent à leurs enfants. Ainsi, le premier petit-fils d'Henri II reçoit le nom d'Arthur. Ils ont à eux deux contribué à créer un milieu de cours favorable à la composition d'œuvres inspirées de la légende arthurienne. Qu'on se mette d'accord, ce nom est évidemment politique. Le jeune Arthur apparaît comme un breton par excellence en portant le nom du plus grand roi breton de tous les temps. Malheureusement, le sort en décidera autrement puisqu'il mourra assassiné de la main de son oncle Jean sans Terre en 1203. Un siècle plus tard, un autre Plantagenet, le roi Édouard Ier, est également un grand fan de la légende arthurienne. On sait qu'Édouard Ier a organisé à plusieurs reprises des banquets reconstituant la cour d'Arthur. C'est lui qui a fait fabriquer à cet usage une grande table ronde mesurant 5,5 mètres de diamètre et pesant 1200 kg. Mais, 3 saisons plus tard, Henri VIII a fait repeindre la table ronde de Winchester. Le nouveau décor voulu par le roi est divisé en 25 sections peintes en blanc et en vert et portant chacune le nom d'un chevalier tiré du texte de Malory. Au centre, la table est ornée d'une immense rose Tudor. Au sommet, un portrait du roi Arthur représenté sous les traits d'Henri VIII, mais avec une barbe et des cheveux blancs pour montrer son ancienneté et sa sagesse. C'est dans cet état qu'elle est aujourd'hui conservée à Winchester. Mais ce qui illustre le mieux ce que les Plantagenets ont fait de la légende arthurienne, c'est la découverte des tombes du roi Arthur et de Guenièvre à Glastonbury en 1191. Glastonbury est une ancienne abbaye de Somerset dans le sud-ouest de l'Angleterre, dont l'existence remonte au moins au 8e siècle. La découverte de la tombe d'Arthur est évoquée par l'auteur anglo-normand Giraud de Barry dans son traité de l'Instruction des Princes, écrit en 1192. Arthur a été retrouvé de nos jours à Glastonbury entre deux pyramides de pierre élevées jadis dans le cimetière. Gisant profondément en terre dans un tronc de chêne creusé, solennellement transféré dans l'église, il y a été pieusement déposé dans un tombeau de marbre. Une croix de plomb passée sur une pierre, non pas à l'endroit comme c'est notre usage, mais à l'envers. Je l'ai vu et j'en ai touché l'inscription, taillée non pas dans un relief mais en creux tourné du côté de la pierre, marqué « Sigil le célèbre roi Arthur, enseveli avec Guenièvre, sa seconde femme, dans l'île d'Avallon ». Le seul fait certain qu'elle en est, c'est le fait qu'on ait trouvé une tombe avec un corps et une croix en plomb où le nom Arthur figurait dessus. De cette croix aujourd'hui disparue, nous n'avons plus que des descriptions de Giraud de Barry ou alors un dessin de William Campbell. Celui-ci, érudit du XVIIe siècle, affirme avoir reproduit fidèlement l'inscription gravée. Hic iacet sepultus intellectus rex Arthurius in insula Avalonia, ce qui veut dire « Si j'y ensevelis le roi Arthur dans l'île d'Avalonie ». On va clore le débat tout de suite, cette croix est manifestement un faux. Si l'on en croit le dessin de Camden, cette croix n'est pas du 5e ou du 6e siècle, mais plutôt du 10e siècle. Il est d'ailleurs mentionné sous le nom Rex Arthurius, alors que dans les premiers textes on l'appelait Dux Bellorum. Et pourquoi avoir menti? Bah là, moula. Et oui, l'abbaye a brûlé en 1184 et il avait bien besoin de récolter des fonds. Pour ça, quoi de mieux que d'en faire un site sacré pour attirer les pèlerins et récolter des donations. 3 siècles plus tard, en 1485, meurt le dernier roi plantagenet, Richard III, à la bataille de Bosworth, laissant le trône à Henri VII, premier roi de la dynastie des Tudors. Henri VII devient roi à l'issue d'un long conflit de la guerre des Deux Roses qui a vu s'affronter à partir de 1455 deux branches de la dynastie Plantagenet, les Lancastre à la rose rouge et les York à la rose blanche. Par sa mère et sa grand-mère, Henri VII est apparenté aux Lancastre, mais à travers des mariages du côté de son père, il appartient à un petit lignage de nobles gallois, les Tudors. En raison de la faiblesse de son droit, Henri VII cherche à montrer par une propagande qu'il est l'héritier d'anciens rois bretons et anglais. Son origine galloise, qui aurait pu être un handicap, devient alors un atout. Une fois n'est pas coutume, des généalogistes lui attribuent une lignée qui vient de Brutus, puis du roi Arthur. Pour renforcer le caractère légendaire de cette famille, leur fils porte le nom d'Arthur. Un père gallois, une mère anglaise, un fils prince de Galles nommé Arthur, tout est réuni pour préparer le retour du roi Arthur. Sauf que ça se passe pas comme prévu. Le jeune Arthur meurt le 2 avril 1502 à l'âge de 15 ans. Entre le 16e et le 19e siècle, c'est un peu chaud pour la légende arthurienne. Arquetouine va même jusqu'à tourner en ridicule le roi Arthur. Publié en 1889, un Yankee à la cour du roi Arthur se moque de la tyrannie, la cruauté et l'ignorance moyenâgeuse qu'incarnent les chevaliers de la table ronde. C'est au XXe siècle que l'image d'Arthur est de nouveau utilisée, surtout dans le monde anglo-américain. L'exemple le plus marquant est la comparaison que la presse américaine fait sous la présidence de John Fitzgerald Kennedy entre la Maison Blanche et Camelot. Le jeune président, son épouse ainsi que ses conseillers sont alors présentés comme une nouvelle table ronde. Comme vous le savez, ça ne se termine pas très bien pour le président. En 1963, il est assassiné lors d'une visite préélectorale à Dallas et laisse le pays dans le deuil national. Mais la proximité avec le roi Arthur et les présidents ne s'arrête pas là. À partir de 1992, la presse américaine utilise encore l'image de la table ronde qu'elle applique au candidat Bill Clinton, puis à Barack Obama en 2008, qui sont les dignes successeurs de Kennedy. Comme toujours, la légende arthurienne s'adapte à son temps. Elle est donc adaptée au cinéma dans le film Excalibur de John Boorman en 1981, mais également dans le film Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua sorti en 2004, qui cherche à placer Arthur dans les 5e et 6e siècles, c'est-à-dire les âges considérés comme obscurs. Pour ça, il tente de s'appuyer sur un travail de reconstitution archéologique
qui, on va pas se mentir, est pas vraiment ouf. On peut évidemment pas parler du roi Arthur et de cinéma sans évoquer du coup le Sacré Graal des Monty Python sorti en 1975. Il se fout clairement de l'enthousiasme qu'ont les Britanniques pour l'Arthur historique et l'usage identitaire qui en est fait. D'autant plus que 2 membres de l'équipe, Terry Jones et Michael Palin, ont fait des études d'histoire à Cambridge. Allez, cette anecdote, c'est pour moi, c'est cadeau. N'oublions pas les jeux vidéo qui parlent du mythe arthurien, comme Sonic et le Chevalier Noir, Tomb Raider Legend, et surtout le fameux, mais pas moins incompréhensible, Excalibur 2555 AD. Si vous voulez en savoir plus autour de ce jeu totalement what the fuck, allez voir du coup la vidéo de Jour du Grenier qui en parle. Et j'aimerais accorder une pensée particulière pour cette série qui m'a donné envie de faire cette vidéo, la série Kaamelott. Diffusée de 2005 à 2009, cette série diffuse au travers de l'humour différentes questions autour du mythe arthurien. Ne serait-ce qu'avec Perceval de Galles qui s'appelle Provençal de Gallois avec certaines rumeurs. Pour conclure, je dirais qu'il est assez vain de vouloir différencier l'Arthur historique de l'Arthur légendaire. Ces 2 dimensions sont constamment liées, et ça dès sa première apparition en 830. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à dégommer la barre de pouce bleu si vous avez aimé, ou alors du coup à l'inverse, dégommer celle de pouce rouge si vous n'avez pas trop apprécié. Je vous laisse mettre en commentaire du coup ce que je pourrais améliorer ou non, si vous trouvez que c'est parfait, parfait. Hein. Par contre à l'inverse, si c'est dégueulasse, dites-le moi. En espérant que la vidéo vous a plu, moi je vous dis du coup à très vite pour de nouvelles vidéos sur les chroniques historiques. Allez, ciao. C'était nul.